je me suis interrompu parce qu'il y a une factrice de la Poste qui vient d'arriver. Et elle vient du central de la Poste, du central de la région. Et elle vient m'apporter un colis et du courrier. Et en même temps, elle m'apporte le courrier. Et je lui dis que je n'ai pas pu retirer Elle m'a dit, ah bon, moi, je ne suis pas à la Poste de votre village, donc je ne peux pas intervenir. Mais si vous leur demandez de représenter la lettre recommandée, c'est moi qui vais vous l'apporter. C'est-à-dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle connaît le système. Elle connaît le système, elle tient compte de la personne, elle s'adapte, etc. etc. Ouais. C'est ça la liberté, c'est ça l'efficacité. Ouais. Bon, on ne pouvait pas prévoir qu'il allait venir la factrice au même moment, mais c'est assez symptomatique. Oui, mais en fait, entre quelqu'un qui s'est protégé par les règles et quelqu'un qui regarde les règles et qui se dit « je vais rendre le service à la personne qui est en face de moi ». Mais en fait, il y a encore quelque chose de plus profond derrière. Bon, ça c'est en fait le mindset, en fait, c'est l'état d'esprit qu'on a envers d'autres. Ouais. Mais il y a aussi une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est, tu vois, pendant des années, j'étais un gros fan du sujet rôle et responsabilité. Ouais. Défini pour chaque emploi, pour chaque rôle, en fait, les responsabilités, les tâches, tout ce qui va avec. Et plus je progresse, moins j'aime ce concept. Parce qu'un concept de rôle et responsabilité est toujours un concept tranchant. Qui dit, là, c'est ça ta frontière, c'est là ta cage, et c'est ça ta responsabilité. Moi, dans ma propre organisation, j'évite ça. Dans les contrats de travail, chez moi, il y a écrit « tu es responsable pour tout ». Tu es responsable pour l'entreprise en général. Et les tâches que tu as sont des tâches temporaires qui vont changer. Et n'importe la tâche que tu as, j'espère et j'attends que tu agis toujours pour le mieux de l'entreprise, pour le meilleur de l'entreprise. Je peux te répondre là? Oui, bien sûr. J'ai pris la note pour ne pas oublier. Je te réponds tout de suite. Moi, j'aime bien le concept de rôle et responsabilité, surtout on intervient auprès de comités de direction et de voir le rôle et responsabilité. En fait, n'a de sens que si on se rapporte au sens que ça a pour l'entreprise, c'est-à-dire pour le projet collectif. C'est-à-dire vis-à-vis de la vision. C'est-à-dire qu'en lui-même, non, parce que le gars risque de se faire de la suradaptation, et de se limiter exactement aux définitions de son poste. Mais tu l'as toujours. Au moment où tu le décris, tu crées cet état d'esprit. Moi, je crois qu'il faut discuter les rôles et responsabilités, non pas par rapport à la définition de la fonction, mais par rapport au sens que le travail que fait la personne, le sens que ça a vis-à-vis du projet collectif. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une responsabilité qui est encadrée au sein d'un rôle. Non, parce que si tu l'encadres au sein d'un rôle... Mais c'est comme ça que c'est défini. C'est comme ça que c'est défini, mais en fait, chacun va utiliser la définition de son rôle pour se protéger. Voilà. Et donc, non pas pour concourir aux objectifs globaux. Donc mon approche, c'est d'arrêter avec ça. De dire, c'est pas la bonne approche parce qu'elle crée plus de problèmes que d'avantages. Et au lieu de dire, laisse-nous enfermer les gens dans une boîte avec un concept de rôle et responsabilité qui est sur le papier pour les protéger. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te voir comme chef, ils disent, chef, c'est pas marqué que j'ai le droit de le faire. Oui. Et si je le fais, c'est pas ma responsabilité et oui. Tout est relié à ce papier-là. Ce qui fait que effectivement, ça peut aboutir à des choses absolument catastrophiques, c'est-à-dire que les gens qui nient la réalité parce que c'est pas parce dans que leur c'est boîte. Pas écrit. Parce que c'est pas dans Donc, leur boîte. Et si tu évites de l'écrire, il faut qu'il se réfère toujours à l'objectif commun. Oui, alors ça, au niveau du management, c'est ça va être décisif pour les hauts managers et pour les managers de chaque niveau. C'est toujours de donner du sens à l'action que vont faire les gens. Mais regarde, si tu as... Pour moi, c'est là que le rôle a une importance où la responsabilité prend son sens. Si tu veux que le facteur dans ton village soit responsable d'une autre manière qu'il ne l'est en ce moment. En ce moment, il est responsable parce qu'il il agit comme il agit, parce qu'il a sûrement un beau papier
ou même pas, peut-être un petit livre avec des centaines de pages rôles et responsabilités. Vous n'avez pas le droit de, vous avez le droit de, et ne faites pas ci, ne faites pas ça, et ça, c'est le cadre exact auquel il faut que vous vous tenissiez. Sinon, bang, 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 problème, vous n'êtes pas conforme. Ouais. C'est ce qui est défini, et ça vient d'un truc très général jusqu'à un truc très, très conforme qui dit, si le client n'a pas le papier, ne lui donnez pas la lettre recommandée. Écrit. Vous n'avez pas le droit de dévier de ça, parce que c'est la responsabilité que vous avez. C'est comme ça qu'il agit. Donc en fait, cette personne-là fait exactement ce qu'on veut qu'elle fasse. Ce que le système lui demande. Parce qu'il y a un système de rôle et responsabilité. Oui, si tu veux. Mais pour moi, le problème, c'est pas le fait, c'est pas la désobéissance par rapport au rôle, c'est l'obéissance. Le problème, c'est l'obéissance. C'est que l'obéissance devient aveugle. Oui, mais c'est une suropéissance, c'est une suradaptation. Oui, mais parce que le système est réglé comme ça, parce qu'il y a un système de rôle et responsabilité. C'est le système qu'il faut changer. Parce que sinon, qu'est-ce que tu dis? Sinon, tu dis, on règle tout, mais les gars, ne vous y tenez pas vraiment parce qu'il faut réfléchir. Oui, moi, je pense que le rôle et responsabilité, il peut y avoir un intérêt à ce que les gens s'interrogent, et surtout que ce soit bien défini de manière collective, c'est-à-dire que les gens posent leur rôle et responsabilité par rapport à l'objectif global et par rapport à la mission, soit de l'entreprise, soit du département auquel ils appartiennent. Et à ce moment-là, ça va les éclairer. À ce moment-là, ça va les éclairer parce qu'ils ont une vision qui est une vision collective. Oui, mais c'est dommage si je dis un oui, mais. En fait, en t'entendant parler, quand je revois mes projets que j'avais avec des sociétés franco-allemandes, ça me revient. En fait, ce que je vois souvent dans le système français, même au sein d'entreprises, il y a un vœu très très fort de tout régler. Tout est réglé. Et en même temps, il y a une mentalité de base que si on fait tout conforme aux règles, rien ne fonctionnera. Tout le monde le sait. De manière pratique, on sait que si on se conforme aux règles, la machine s'arrête. Voilà, donc tout se bloque. Tout se bloque si on fait la grève aux ailes. Tout ça, si on fait exactement ce qu'on est obligé ou ce qu'on devrait faire, les choses ne marchent pas. Mais là, en fait, il y a deux approches. Une approche, c'est de dire de plus en plus, attendez, les règles, elles ne sont pas vraiment des règles, ne vous y tenez pas, c'est dommage parce qu'on en attend, mais on ne va pas changer le système, c'est comme ça. Donc, de créer une mentalité de ne pas s'y tenir aux règles parce que les règles, en fait, nous bloquent. Et rôle et responsabilité est une part, en fait, de ce concept. L'autre approche serait de dire, attendez, si on veut vraiment que les gens changent, il faut changer le système. Il faut que dans les rôles et responsabilités, il y ait un point, attendez, vous avez le droit de faire différemment si vous croyez que c'est mieux. Bien sûr. Et ne vous y tenez pas à 100%. Mais dans ce cas, il faudrait changer le système. Mais tu sais ce qu'il faut changer il faut mettre une ouverture dans la définition des fonctions. Moi, je pense qu'il y a aussi un comportement managérial qui soit résout en grande partie le problème, soit l'aggrave. C'est-à-dire que si la personne qui reste dans son cadre, c'est-à-dire qui se conforme complètement aux règles, aux instructions et tout ça, c'est-à-dire que va pratiquer de la surobéissance. Le bon élève. Et le bon élève. Il va bloquer le système. Il va bloquer le système. Mais pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas du système et il ne regarde pas la réalité? Pourquoi il traite la personne, l'individu qui était en face de lui, non pas comme une personne, avec une histoire, etc., qui peut inspirer de la confiance, mais il le traite comme une chose, un objet, et il applique la règle bêtement. Pourquoi? Parce que s'il sort du système, il faut qu'il ait confiance en lui de pouvoir sortir du système. Et pour avoir assez confiance en lui, il faut à la fois qu'il ait confiance dans sa hiérarchie et que la hiérarchie lui ait déclaré la confiance. Je vais plus loin. C'est-à-dire que sa hiérarchie lui ait dit je voudrais que tu prennes des initiatives pour traiter la réalité. Ne te conforme pas systématiquement aux règles. Les règles ont été faites pour être bonnes.
Mais tu vas trouver des cas particuliers et qu'il faut traiter les cas particuliers. Mais toi, juste, à ce moment-là, regarde en ton âme et conscience, avec ton libre arbitre, qu'est-ce que tu dois faire. Et à ce moment-là, moi, je te fais confiance. Et ta décision sera ma décision. C'est-à-dire que tu sais que je vais te soutenir. Et à ce moment-là, et après il voit si le soutien se mérite ou ne se mérite pas. C'est à l'usage qu'on va le voir. Mais s'il a l'assurance que son supérieur hiérarchique lui fait confiance et qu'il peut avoir confiance dans son supérieur hiérarchique, à ce moment-là, il peut avoir confiance en lui. Autrement, toute la confiance est cassée. Oui. Et en même temps, je dirais, dans ce cas-là, si ce concept de confiance, je suis complètement un fan de ce concept-là, moi, comme employé, je dirais à mon boss, donc laisse-nous écrire dans les règles que j'ai le droit, dans des circonstances spéciales, de ne pas les appliquer. C'est ça qui fait la qualité des règles, c'est qu'on a des règles différentes pour traiter les exceptions. Oui, mais là, je vois les managers qui ne sont pas prêts à changer les règles. C'est ça, c'est que le manager se protège lui-même. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il va dire à l'autre, je veux que tu sois autonome, que tu prennes des responsabilités, que tu prennes des risques, et en même temps, lui-même ne prend pas de responsabilité, ne prend pas de risques. Et donc, l'employé n'est pas bête, il regarde son... Ne le fait pas. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis un grand fan de traiter le sujet de rôle et responsabilité de manière différente. De mettre beaucoup de clauses d'ouverture au lieu de le restreindre encore plus. Parce qu'on a plus on a de managers de qualité, plus on a de managers qui font compliance, qui font toutes ces choses-là, plus tu as des règles qui sont encore plus fines et plus élaborées. Tu crées une bureaucratie. Voilà. Tu crées une bureaucratie. Donc, en fait, l'appel que j'ai toujours aux managers, dans chaque règle que vous définissez, mettez une clause d'ouverture. Et cette clause d'ouverture, c'est le prix que vous payez vous. Parce qu'en fait, il y a un risque que cette clause d'ouverture est malmenée, que les gens l'utilisent pour mal faire. Ouais, mais c'est votre bonus, de confiance que vous donnez aux employés pour qu'ils l'utilisent bien. Alors, tu vois, moi, je suis d'accord là-dessus. Mais on voit ce que ça génère, ce que c'est en train de générer au niveau de nos sociétés. Finalement, la règle, les lois et le fait qu'on suive les lois, c'est la base de la démocratie. Ouais. Et d'ailleurs, on voit bien les terroristes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le font avec des méthodes qui sont dramatiques, etc., etc. Mais en fait, ils essaient de bousculer les règles de la démocratie et de la confiance que les gens ont dans les lois et dans les règles de leur truc. C'est ça. Bon. Et donc, c'est ça leur principal objet, parce qu'ils font des actions sporadiques, isolées, mais celles-là peuvent mettre complètement bousculer le système et faire que le système ne soit plus possible. Et donc, le respect de la règle, le respect de la loi, c'est la base de la démocratie. C'est pour ça qu'on se sent libre, parce que finalement, on a accepté un certain nombre de contraintes qui font de la communauté, qui font de la nation, qui font de quoi que ce soit, ou l'entreprise, c'est pareil. Et comme ça, on peut se sentir libre à l'intérieur de ça. Le problème qu'il y a, c'est que de plus en plus, en renforçant les règles, les règles que les gens doivent suivre, au lieu d'avoir un fonctionnement démocratique et qui apporte de la liberté aux gens, et qui va apporter en entreprise, par exemple, l'adaptation aux clients, les trucs, on en vient à un système qui est très proche d'un système totalitaire. C'est-à-dire la totalitarité des règles. Ben oui, le totalitarisme des règles. C'est ça. Et en fait, les gens sont tranquilles. Ils font. Tu as des effets pervers. Les gens se conforment, font le minimum. Voilà. Ils traitent pas les personnes qu'ils ont en face d'eux. Ils les traitent comme des numéros ou comme des pions ou comme des objets. Et en fait, ils sont tranquilles. Ils n'ont plus le sentiment de leur responsabilité. Ils n'ont pas le sentiment de leur culpabilité vis-à-vis de l'autre, parce qu'ils n'ont pas pris la personne en considération. Donc, ils n'ont pas ils ne sentent pas coupables par rapport à ça. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Bon, et je pense que l'évolution actuelle, qui va vers toujours plus de contrôle, toujours plus dans notre vie sociale, partout où on est, il y a des caméras absolument partout. Tu vois, c'est assez extraordinaire. Tout est filmé maintenant.
en entreprise, au nom de procédures qualité qui, je veux dire, dont les intentions sont bonnes au départ et qui rendent des services, tout est contrôlé, etc. Le management va vers de plus en plus de rigueur, des choses comme ça, et en fait, après, on se dit, mais finalement, on manque de leadership ou on manque d'initiative de la part des gens. Et oui, bien sûr, il n'y a pas Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés. Ouais. Parce que si jamais ils prennent une initiative qui ne tourne pas bien, ça se retourne contre eux. Et à ce moment-là, le risque ne vaut pas, je veux dire, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hein, tu sais que si tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes pas. En fait, quand je parle à des managers, des PDG, et quand on a un peu plus de confiance, chaque PDG te dira la même chose. Il dira, si je suis honnête, si quelqu'un m'en veut, j'ai toujours un pied dans la prison déjà. Oui. Tu peux pas. Si tu adapterais toutes les lois, toutes les règles en chaque circonstance, c'est pas possible. Oui. Et ce qui vient en plus, c'est qu'il y a des règles qui sont en contradiction. Il y a des choses qui, si tu fais l'un, tu as un problème avec l'autre et vice-versa. Donc, il y a une culture de minimisation de risques aussi, hein, c'est clair. Mais cette culture de minimisation des risques, qui est, je veux dire, la preuve simplement de l'intelligence, de l'adaptation des gens face à un risque qui est... on aboutit à un comportement surnormal, suradapté, et en fait à de la passivité. C'est-à-dire que les gens ne rendent absolument pas je veux dire, ce que leur capacité intrinsèque pourrait permettre qu'ils rendent. Ils se limitent complètement, ils se limitent par rapport à... Et ils se disent que finalement, ce qui est attendu d'eux, c'est la conformité. Voilà. Mais je crois que c'est plus en France qu'en Allemagne. En France, il y a eu des cas, si j'ai bien compris, où des personnes se sont suicidées au sein d'une entreprise, au sein d'un projet de changement, restructuration, quoi que ce soit. Oui, on a eu l'exemple de France. Il y a eu des cas. Oui. Ah ben, si un manager voit comme un collègue qui a fait un processus de changement, qui a fait une transformation, et qui, au sein de cette transformation a eu un cas d'un suicide, et a dû se présenter devant une cour et peut-être même a été accusé. Et on trouvera toujours une règle qu'il n'a peut-être pas suivie à 100%, ou il n'a peut-être pas passé une information, tout ça. Ah ben, qu'est-ce que tu fais comme manager qui est payé à la fin du jour? Tu te dis, ah ben moi, un projet de changement qui est plutôt drastique, je ne le fais plus. Je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. J'ai 30 000 d'employés. S'il y en a un qui le comprend mal, qui le prend mal, qui sera toujours le cas, qui est celui qui en prend les conséquences? C'est moi. Est-ce que je prends ce risque-là? Non. Donc, je suis conforme, je suis le PDG sympathique, qui ne prend pas de risques, qui continue à gérer l'entreprise comme un gérant. Pas comme un manager, pas comme un leader, pas comme un gérant. Si un haut dirigeant fait ça, il sait qu'il a signé l'arrêt de mort de son entreprise. Et c'est le cas. Parce que son entreprise ne va pas s'adapter. Mais c'est le donc cas. Lorsque son business model va être dépassé par d'autres business models, etc., il ne va pas s'adapter, il ne va pas faire de changement. Et l'entreprise va disparaître. Et honnêtement, c'est ce que je vois de plus en plus dans les entreprises. Je vois des chefs d'entreprise qui ont peur du changement. Qui ont peur du changement. Parce que, en fait, les effets négatifs, ils préfèrent jouer le bon élève que d'aller vraiment dans un changement qui est fort. Et ce qui arrive en plus, c'est peut-être même si on embauche quelqu'un qui a cette idée et ce vœu de changement, le niveau d'en dessous, lui, préfère rester dans va bloquer. Mais c'est ça. Mais tu vois, c'est ce qui signifie. Tu vois, on parle finalement, on parle d'agilité comportementale, c'est-à-dire de l'adaptation à la personne que tu as en face de toi et la compréhension de cette personne pour lui donner le meilleur, je veux dire, le service possible. Ça, c'est le point de départ. On a remonté les trucs et puis on s'aperçoit que tout ça dépend de l'agilité organisationnelle et avec tous les commentaires qu'on a fait. Mais en fait, le point de départ, c'est l'agilité corporate, c'est l'agilité au niveau de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise se donne les moyens
de construire la pérennité de l'entreprise en explorant le futur, en anticipant le futur et en préparant ces gens à la souplesse qu'ils doivent avoir, qu'ils vont devoir avoir pour quoi faire, pour en fait continuer à grandir, à se développer ou à assurer la pérennité de leur emploi ou de leur profession. Et ça marche. Ça dépend de quoi? Il faut partager ce qui donne du sens au travail et ce qui donne du sens au changement. C'est-à-dire associer les gens à la vision du futur, à la mission globale tu vois, collective, etc. Et à la stratégie. C'est ça qu'il faut. Un petit exemple, j'ai eu en fait l'opportunité de connaître, d'avoir fait la connaissance d'un PDG d'une petite société de 150 employés dans le sud de l'Allemagne. Et en fait, travail classique, ils font des harnais pour fixer en fait des choses sur des camions. Et donc industrie classique. Et en fait, ce qu'il a dit, il a dit que au sein de son entreprise, dès qu'il faisait un projet de changement, il a eu un comportement de victime. En fait, je suis obligé de le faire. Je suis désolé, je suis obligé de le faire. Non, plutôt. En fait, par exemple, il a beaucoup fait dans la digitalisation. Donc, en fait, il y avait des gens qui n'avaient plus les capacités, qui n'avaient plus les compétences pour le faire. Et en fait, les gens disaient, maintenant, c'est le rôle de l'entreprise de me reformer pour que je sois capable de continuer. Mais bien sûr, tu avais des gens de 40-50 ans qui n'avaient jamais un contact avec un ordinateur. Les reformer et les mettre à un niveau d'un native digital d'une vingtaine d'années, ça ne fonctionne plus. Non, ça fonctionne. Donc en fait, il y avait des gens, il m'a dit, il y avait beaucoup de gens, quarantaine, cinquantaine, qui se sentaient comme victimes. Ah oui, les gens se sentaient comme victimes. Les gens se sentaient comme victimes. Donc ils disaient, maintenant c'est le patron, le mauvais patron qui me laisse tomber, qui m'a utilisé une vingtaine d'années et maintenant j'ai toujours bien fait. J'étais toujours le bon élève, j'ai toujours bien fait et maintenant, à la fin du jour, paf, on me jette dehors. Ouais. C'est pas correct. Oui. C'est pas correct. C'est injuste. C'est injuste, c'est pas correct. Et cette notion de victime et d'injustice, en fait, qui en ressort, à mon avis, ça fait part d'une déresponsabilisation. Et lui, il m'a dit, en fait, ce qu'il n'a jamais... il a compris, mais ce qu'il n'a jamais accepté, c'est de dire, attends, c'est la responsabilité de qui d'être attractif pour le marché du travail? Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise ou est-ce que c'est une responsabilité individuelle de rester attractif? Et lui, il a dit, il était très radical là-dessus, il a dit, c'est pas la responsabilité de l'entreprise. Non, mais il y a juste pour finir. Ouais. Et en fait, ce qu'il a fait, il a, à l'entrée des différentes portes pour l'entreprise, il a mis un gros miroir. Un gros miroir. Et chaque matin, quand les gens passaient devant le miroir, il y avait un miroir, il y avait marqué dessus « Responsable pour ta propre éducation ». Ok. Donc il passait devant et c'était clair, c'est toi, tu dois rester attractif pour le marché. Ok, on peut le considérer comme ça. Mais il y a une responsabilité. Je veux dire, s'il veut que les gens soient responsables, il faut qu'il leur donne les moyens d'être responsables. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que les gens aient l'impression que le deal entre eux et l'entreprise est le contrat entre eux et l'entreprise et l'échange est juste, est équitable. Parce qu'autrement, si seulement les salariés doivent faire des efforts et qu'ils ont l'impression que c'est pas pour eux qu'ils font des efforts, mais c'est uniquement pour leur patron ou celui qui détient le capital et tout ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont être enclins à se responsabiliser ou pas? Souvent, ils ne vont pas être enclins à se responsabiliser. Pour qu'ils se sentent responsables, il faut qu'ils sentent qu'ils ont une responsabilité, un engagement, mais que vis-à-vis de l'entreprise, mais que l'entreprise a un engagement aussi vis-à-vis d'eux. Parce qu'autrement, c'est un marché de dupes. Tant que ça marche bien, je suis là. Et dès que ça marche moins bien,
je ne suis plus là, mais est-ce que de quelle manière j'ai participé à ça? Où est ma responsabilité vis-à-vis de ça? Et je veux dire, il faut bien que la responsabilité soit partagée. Correct. Ce qu'il m'a dit, et je suis plutôt adepte de ce concept, c'est en ce moment, la balance n'est pas juste. Ouais. Donc la balance en ce moment, c'est une responsabilisation complète envers l'entreprise et une déresponsabilisation complète envers l'individu. Donc je suis complètement d'accord qu'il faut que ce soit en balance, mais cette balance n'est pas là. Donc il y a tout, il y a les rôles et responsabilités, il y a le règlement, il y a un contrôle. Donc il y a une très très forte... il y a un concept, nous parents, on s'occupe de vos enfants. Et les enfants, vous faites bien votre boulot et rien de plus. Donc à partir du moment où c'est un rapport parent-enfant, c'est un rapport de déresponsabilisation. Et à mon avis, c'est ce qu'on a de plus en plus dans les organisations, c'est ce rapport-là. Et en fait, au lieu de... l'autre extrême, on peut aussi en discuter s'il est bon, parce que là, on est juste des mercenaires. Donc si on est dans l'autre extrême, on a juste des gens qui viennent pour gagner de l'argent, rien d'autre, et on est échangeable à chaque moment de la journée. Mais à mon avis, il faudrait encore... Si on parle de responsabilisation, il faut aussi parler... c'est à toi de voir. C'est pas l'entreprise, ça, c'est toi. Pour recommencer en fait un débat, de dire... Et là, juste pour l'éducation, qui est responsable si une personne qui a travaillé 20 ans dans l'entreprise, qui a toujours bien fait son boulot, mais qui n'a pas évolué, qui n'a pas appris une langue étrangère dans les 20 ans, qui ne s'est pas occupé, qui ne s'est pas développé, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de qui? L'entreprise, non. L'entreprise peut passer le message, faire comprendre. Mais est-ce qu'elle le sait? Regarde maintenant une partie de la réalité. Très souvent, pour faire certaines tâches, ces tâches sont exportées dans d'autres lieux, dans d'autres pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Moins cher, ouais. Bon, si je reprends les centres d'appel, parce que je trouve que c'est un archétype. Les centres d'appel, c'est vraiment, pour moi, l'abomination de la désolation, c'est le centre d'appel. Pour la France, on va prendre des pays francophones, où les gens parlent très très bien le français, et où les salaires sont moins élevés. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les gens sont en face de téléphone et ils doivent faire tout un ensemble, un certain nombre de coups de téléphone de réponse par jour. Ils ont une checklist devant eux et ils doivent se conformer et ils doivent surtout garder leur sang-froid et supporter les attitudes ou les comportements quelquefois injurieux, malpolis, etc. des gens qui téléphonent, des clients qui téléphonent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça? Ils peuvent supporter. Ils peuvent réciter leur checklist, mais en fait, est-ce qu'ils peuvent avertir un supérieur hiérarchique, mobiliser un supérieur hiérarchique pour trouver une solution? Non, ils n'ont pas le droit. Et c'est pas possible. Est-ce qu'ils peuvent prendre des initiatives? Non, ils n'ont pas le droit de prendre des initiatives. Est-ce que... finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On en fait des ordinateurs parlants. C'est ce qui va arriver. Ça va être chatbot, ça va être l'intelligence artificielle dans quelques années. Tu aurais un aussi bon travail, et à ce moment-là, tu pourrais insulter le chatbot, et sans problème. Ouais. Et tu pourrais te défouler. Vous avez maintenant 30 secondes pour insulter le chatbot. Et je veux dire, ça va faire partie ça va arriver comme ça. Ça va arriver comme ça. Bon, en fait, ce qui est terrible, c'est que si on pense aux personnes qui sont en face, qui sont là, qui répondent au téléphone, leurs journées sont quoi? Des enfers. Des enfers, absolument. C'est-à-dire qu'ils vont se faire crier par le client pratiquement une fois sur deux, au moins, puisqu'ils ne rendent pas de service. Comme ils ne prennent pas d'initiative, les autres lui disent « Mais arrêtez de me réciter les mêmes choses et de me répéter les mêmes choses. Vous ne pouvez pas appeler votre chef, et ils ne peuvent pas appeler le chef, et ainsi de suite. » Finalement, on met les gens dans des situations de déresponsabilisation totale, et même on leur demande, si jamais ils prenaient une initiative, je pense qu'ils se feraient virer sur le champ. Ça, c'est le système qui ne fonctionne pas. Ça, c'est l'autre côté. Mais c'est ce qui se développe. C'est le côté noir. C'est ce qui se développe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de mesures comme ça qui se développent. Oui, mais si tu vois le concept d'agilité, c'est l'idée de sortir de cette logique-là. Oui.
c'est de dire on redonne la responsabilité complète, disons, à la base. Et ce qui est intéressant, quand je parle avec des personnes qui s'occupent de l'agilité, il y a deux interprétations complètement différentes. Il y a l'une qui dit l'agilité, c'est le rêve du communisme. Oui. De dire, on redonne, disons, même avec salaire égal, tout ça, il y a des discussions qui vont vers un système qui est très, très fixé sur la base, sans chef, on prend les décisions ensemble, démocratique, avec, disons, très socialiste-communiste. Il y a une autre théorie qui dit l'agilité, c'est le rêve du capitalisme. Pourquoi ? Parce que l'employé prend toutes les décisions lui-même et s'il se rend compte qu'on n'a plus besoin de lui-même, il se rationalise lui-même. Donc c'est un concept où on dit la responsabilité complète, totale, est au sein de l'employé qui fait tout pour le mieux de l'entreprise. Et c'est intéressant qu'en fait les deux philosophies sont discutées au sein du concept de l'agilité et à voir dans quelle direction ça se développe, parce qu'en fait les deux concepts ont une logique au sein d'un concept d'holocratie. Alors, dans la réalité, moi, j'ai été associé à un processus de mise en place de l'agilité organisationnelle dans une entreprise qui a décidé de passer de 12 niveaux hiérarchiques à 5 niveaux hiérarchiques. Bon, résultat des courses, dans un premier temps, tout le monde perdu. Parce que, notamment, surtout les managers. Ah ouais, c'est eux qui ont le plus peur en fait de ce concept. Parce que tout d'un coup, ils se trouvent dégradés. Ouais. On leur dit vous êtes c'est quoi votre rôle des leaders de soutien. Ils ne savent pas ce que ça veut dire un leader de soutien. Ils n'ont plus de pouvoir hiérarchique. Ils n'ont plus leur rôle de transmetteur d'informations ou d'ordre. Donc tout ce qui a fait, qui pensaient bien faire leur travail, en fait ils le perdent. Et tout d'un coup, ils se retrouvent dégradés, en tant que grade, et devoir faire des choses qu'ils n'ont pas jamais appris à faire. Donc, ils font mal. Ils font mal. Donc, c'est une panique à l'intérieur et un désarroi. Les gens sont perdus par rapport à ça. Pourquoi l'entreprise fait ça ? Alors, l'entreprise fait ça normalement pour que le service rendu au client soit le meilleur possible, c'est-à-dire que les gens puissent s'adapter le plus vite possible à la demande du client et que quelqu'un qui est en contact avec le client, c'est-à-dire le premier niveau, le niveau le plus bas, puisse décider et prendre l'initiative de tiens, on va faire ça plutôt que ça, je vous conseille de faire ceci, etc. etc. Bon, l'intention est bonne. Je pense qu'un autre facteur, c'est les économies que ça représente. Parce que si on supprime 7 niveaux hiérarchiques sur 12, ça veut dire qu'on va faire des économies d'encadrement tout à fait considérables. Et donc, où est la bonne intention par rapport à ça ? Sans doute qu'elle est partagée entre ces deux désirs. Si on se rend compte que, en fait, 7 niveaux hiérarchiques n'ont pas eu de valeur ajoutée, on les élimine. Très bien. C'est l'idée du concept. À ce moment-là, il faut donner les moyens aux gens de pouvoir assumer leur rôle. Et là, c'est un changement de mindset. Vision du monde, de mindset complet. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, de personnel subalterne, ils se retrouvent des personnels responsables. De personnel qui étaient responsables et chargés de faire passer des informations de haut en bas, ils se retrouvent coordinateurs, facilitateurs. C'est un champ. Tu te rends compte les visions du monde qui sont engagées. Tout le monde doit changer de mindset. Ça veut dire qu'ils doivent comprendre le but collectif. C'est la base. C'est la base. C'est que les gens soient véritablement non seulement sensibilisés, mais associés à la stratégie collective. Et en fait, si je reprends l'idée là d'avant, c'est d'un côté un système capitaliste pur, d'économie, d'avoir plus besoin de tellement de managers, parce que la base décide tout et fait tout bien envers, disons, les objectifs communs, très capitaliste. Et d'un autre côté, très, disons, communiste même, de dire on abolit les rois et les chefs et on veut le pouvoir au peuple. Donc c'est les deux systèmes qui sont en train... C'est deux leurs. C'est deux trucs parce que c'est ni l'un ni l'autre.
C'est ni l'un ni l'autre. Parce que est-ce qu'il y a un partage des ressources? Est-ce qu'il y a un partage de l'argent? Comment est-il? Comment les gens sont récompensés? Tout ça, c'est... Si tu vas dans les concepts d'agilité, c'est intégré. Hein. C'est de dire, on participe aussi aux revenus. Il faut qu'on... Mais tu te rends compte, ça veut dire que la responsabilité devient une responsabilité collective. Voilà, c'est ça. Et bon, alors que toutes les actions de ces 30 dernières années, ça a été de quoi faire? D'individualiser tous les rapports et de faire en sorte que tu aies des responsabilités individuelles. Mais on avait commencé le débat il y a 1 heure exactement là-dessus. Oui. On avait dit, c'est le problème de notre société et de beaucoup d'entreprises, c'est exactement la déresponsabilisation. Oui. Et le concept d'agilité, c'est en fait la recherche d'une réponse là-dessus, avec en fait des conséquences majeures, hein, mais c'est l'idée qui est derrière ça. Et les agilistes avec lesquels j'ai... Bon, nous, on a une équipe aussi d'une vingtaine de personnes chez nous qui sont là. Ils sont dogmatiques. Ouais. Parce qu'ils disent, si on veut juste faire un tout petit changement, ça ne va pas fonctionner. Parce que c'est un changement fondamental et justement au sujet de la responsabilité au sein d'une entreprise et même de la société. Tu vois, là, c'est des choix de changement culturel. Ça va nous entraîner plus loin. Peut-être qu'on ne va pas les traiter maintenant, mais il y a plusieurs visions du changement culturel qui peuvent être des alternatives complètes et différentes les unes des autres. Moi j'ai été formé à l'école, je sais pas quoi, d'Edgar Schein et tout ça, qui dit il y a plusieurs niveaux dans une culture, il y a plusieurs niveaux, disons, de prise de conscience ou de plusieurs niveaux il y a le niveau des comportements que tu as et de l'apparence que tu as, des habits que tu as, etc. Tout ce qu'il appelle des artefacts. Et puis, il y a un niveau intermédiaire qui est la manière dont on parle de son travail, de l'entreprise, de sa stratégie. Puis, il y a un niveau plus profond qui est, en fait, les croyances, la vision du monde que tu as, les mindsets, etc. Et longtemps en management, on ne peut pas agir sur les mindsets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur les comportements petit à petit, en pensant que les comportements petit à petit vont permettre de réviser la manière dont on parle du travail de l'entreprise, et puis ils vont modifier les mindsets. Ça, c'est une vision des choses, c'est celle qui est dominante et tout ça, qui est mise en pratique. Et tout ça. L'autre vision, c'est de s'attaquer au mindset directement. Et à ce moment-là, et donc, je pense qu'on en parlera plus tard, et de se dire, tiens, comment on arrive à s'attaquer au mindset directement, de telle sorte que les comportements changent. À mon avis, ça ouvre à une autre discussion. Hein, Oui, mais je trouve ça... on est en ce moment dans une période où on se questionne beaucoup sur les systèmes fondamentaux de gestion d'entreprise et de société. Et je crois que, en fait, la discussion du concept d'agilité, c'est un essai. C'est une façon d'essayer de créer un autre monde. À voir comment ça va continuer, mais c'est une période très intéressante là-dessus.